Bonjour tout le monde, on va commencer tout de suite. Je me présente, je suis Alain Roy, je suis historien, chercheur au laboratoire d'histoire et de patrimoine et membre de l'équipe de recherche d'un projet qui s'intitule Agent mémoriel, un engagement citoyen d'hier à aujourd'hui. Ce projet-là vise en fait une recherche pour faire connaître, autrement dit, l'apport citoyen au savoir historique et à la préservation du patrimoine. Mais avant d'aller plus loin, donc avant de vous présenter tout notre magnifique panel et ce qu'on va discuter ce matin, je dois vous lire donc la reconnaissance du territoire. Alors, l'Université McGill, où on se trouve sur un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, notamment les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Nous reconnaissons et remercions les divers peuples autochtones dont la présence marque ce territoire sur lesquels les peuples du monde entier se rassemblent aujourd'hui. So today we'll shift from time to time from French to English and also on the opposite so everyone could understand, and we'll provide translation to everyone who don't understand the other official language. Je ne le traduirai pas, mais vous avez compris. Alors donc, pourquoi sommes-nous ici? En fait, d'abord, je veux présenter notre magnifique panel. On est dans une rencontre exceptionnelle, je pense, à la Société historique du Canada, parce qu'on a 4 présidents ici. Donc, Don Wright, président de la Société historique du Canada, Rosa Flinton-Brown, qui est présidente de la BC Historical Federation, Louis Vallée, président de la Fédération Histoire Québec, et Thomas Vigne, président de l'Institut d'histoire d'Amérique française. Alors, pourquoi donc ce panel? C'est que, dans le fond, il y a le projet Agent mémoriel, il y a, à l'occasion du centenaire de la Société historique du Canada, on avait proposé à Stephen Hyde, avec la Fédération Histoire Québec, d'organiser une rencontre des sociétés d'histoire provinciales et territoriales et professionnelles, donc de faire le pont entre les sociétés de chercheurs et les sociétés d'histoire fédérale provinciale, donc de citoyens. It's okay with still now? Okay. And then we organized a webinar. I think it was last year or the year before, I don't remember. Anyway, so the webinar, there were 7 societies who participated at that time. Et à la suite de ça, il a été décidé donc l'initiative de ce qu'on appelle l'initiative de Bridging the Gap, créer des ponts, en fait, de créer à travers le Canada une rencontre et une conversation entre les sociétés d'histoire, de poursuivre en fait cette conversation-là. Et cette conversation-là s'est traduite dans un rapport qu'on peut faire circuler, en fait, qui est un état des lieux des sociétés d'histoire au Canada. So today, we are here to discuss, in fact, the report and where we go with the initiative. So just to present how we will organize the session, it will be on the conversation mode. So there are questions, and I will ask the panelists to answer them. They will discuss the report and some outcomes from this initiative, where we are going at with it. And on va donc faire ces questions une après l'autre. Et à la fin, donc, on espère avoir une conversation intéressante avec tous vous autres. D'ailleurs, on est enchantés de la participation à cette session-ci. C'est quand même imposant pour une session de la Société historique du Canada. Alors donc, on va, pour la question de la traduction, assurer au besoin qu'il y ait de la synthèse pour être sûr que tous se comprennent. On va faire circuler le rapport pour que vous puissiez voir, autrement dit, ce rapport-là, qui va être en ligne prochainement sur le site de la Société historique du Canada. Ça a été une promesse de Michel, puis j'espère qu'il va la tenir, mais on est certain. Donc, voilà. Alors donc, et on va enregistrer la séance aussi pour permettre parce que le rapport, en fait, c'est 14 organisations qui sont mises ensemble. Donc, on voudrait diffuser ce rapport-là non seulement
ici parmi les membres de la société, mais aussi parmi tous les membres de toutes ces sociétés-là, parce que le bilan qui est fait est, je pense, quelque chose de super intéressant, mais les panélistes vont le vendre peut-être mieux que moi. Alors, voilà. Je pense qu'on est ici pour ça. Comment? Oui, on est ici pour ça, oui. Alors, ça va être bien entendu très informel et donc plutôt sur le mode de la conversation, mais on espère que vous allez apprécier. Alors, on va commencer tout de suite. La question 1 est assez simple. Je peux les faire en anglais, en français, comme ça c'est clair. Could you introduce yourself and tell us about your association, its achievements, etc. Et en français, pourriez-vous vous présenter et nous parler de votre organisation, de ses réalisations? Alors, la parole est en 4. Je n'ai pas d'ordre, je ne vous donnerai pas l'ordre de qui parle, mais voilà. Mais je sais qu'à l'Ouest, d'habitude, ils se sentent toujours un peu délaissés parce qu'on part toujours par l'Est. Puis, Denis, tu vas dire c'est vrai, hein? Fait qu'on va commencer par BC. On va laisser faire les gens, mais on va. Oui, c'est ça. On donne une opportunité à Start with the West. Yes. The left. Okay. My name is Rosa Flinton Brown, and I'm the president of the BC Historical Federation. My association represents over 100 member societies. So we're an umbrella organization. And we have around 400 individual members as well. That does not count for our magazine subscribers. So that's just memberships. In our organization, you can have a subscription or you can have a membership, which includes a subscription. So there's more beyond. Like a lot of the societies in the report, we have similar kinds of work that we do. We advocate for our member societies and provide support. But we have 3 main activities. The first one is producing a quarterly magazine. The second one is giving awards to people who are working in the historical sector in British Columbia. This includes one of the richest book prizes, I think the richest book prize in British Columbia, to the best historical writing of the year. So that's quite a prestigious award that we manage. We also give awards for our best magazine article and awards for people who are doing great work with archives and great work with storytelling. Our organization thinks about story keeping and storytelling. And so we try to recognize both aspects of that in our membership. We also have an annual conference. And our annual conference is very grassroots and local. We tend to go to smaller communities, and much of our conference is tours to see small, local, interesting historic sites. So it's very popular. That's it. OK. On va le faire. Ben là, je Moi, Mon nom, c'est Louis Vallée, je suis le président de la Fédération Histoire Québec. La Fédération Histoire Québec va avoir l'an prochain 60 ans. Enfin, on est dans le regroupement volontaire de cités historiques. C'est plutôt ça qu'il y avait à l'époque, il y a 60 ans. Des cités historiques qui voulaient travailler ensemble pour un dialogue des gens partants, comme on veut le faire maintenant avec les autres cités d'histoire du Canada. Et on avait aussi pour but de vouloir justement avoir un moyen de pression sur les décideurs et sur les financeurs aussi, sur les gouvernements. Donc, c'est commencé comme ça. On est rendu maintenant à 340, on va avoir 341 la semaine prochaine, membres, sociétés membres. Ça représente à peu près 80 000 personnes qui sont membres. Dans les 80 000, il y en a qui comptent 10 fois, là, mais ça, c'est pas grave. On n'a pas la possibilité de voir vraiment qui est où à chacune des fois. On a aussi les membres individuels. J'ai aucune idée du nombre qu'on a. Là. Marie-France, tu sais-tu, ça n'a pas augmenté tellement. 150 et 200. Entre 150 et 200 membres individuels. Chaque cité, on a 3 fonctions en réalité là, à l'intérieur de la fédération. Oui, la fédération est un organisme national de groupement. Il y a on est éditeur aussi. On édite une revue une fois par saison. C'est vraiment lors de la saison normalement qu'on fait la publication.
Et on a aussi les éditions publient aussi pour les éditions d'histoire leurs publications, des livres. Disons, plusieurs ont leur propre revue, mais les livres ils ont la possibilité, c'est un peu à compte d'auteur, mais on leur facilite les choses en publiant des collections, collections Société historique de Montréal, disons, qu'on pourrait publier. À côté de ça, la troisième composante, c'est la fondation. C'est peut-être l'enfant un peu plus laissé à part des choses parce que ça demande beaucoup de travail, les fondations, mais ça nous permet de faire beaucoup de travail à côté malgré tout. Mais c'est l'élément qui est le moins important chez nous. Si on regarde nos actions, c'est beaucoup. On a un congrès annuel, on l'a eu il y a quelques semaines, là, on était à Montebello cette fois-ci, qui regroupe généralement entre 150 et 200 personnes. Beaucoup de sociétés membres, de gens des sociétés membres, mais aussi du monde de l'extérieur qui viennent pour voir. Et là, on essaie de faire le plus possible le tour des régions du Québec. Ce congrès-là, qui est annuel, a pour but justement de faire connaître l'histoire locale aux gens, mais aussi de permettre aussi de divulguer certaines recherches qui ont été faites, etc. Si on est venu à travailler un peu avec le comité, comme disait Alain tout à l'heure, avec Agent Mémoriel, pour lequel on était partenaire, on disait on va essayer de faire quelque chose d'intéressant pour le 100e anniversaire, justement, de Cité historique du Canada, et voir si on est capable de faire un dialogue avec tout le monde. Ce fut tellement passionnant qu'on a dit on continue, on est vraiment le dire faut vraiment continuer, et ça donne la recherche qu'on est là. C'est vraiment là, pour nous quelque chose d'intéressant, d'important, qu'on essaie de faire aussi avec notre côté. On a quand même plusieurs missions. On a une mission nationale, donc de regroupement. J'aurais dû commencer par ça. Et ça, on est en histoire, patrimoine. On vient d'attraper la commémoration en plus parce que le gouvernement du Québec nous a chargé de faire le recensement des lieux et plaques de commémoration. Donc, on a une grosse part et on veut donc faire des ponts aussi avec, en patrimoine, ça va être avec la Fiducie nationale. Et si on regarde en histoire, on est en train de travailler avec aussi des ponts avec l'Europe francophone. Parfait. Mon nom est Don Wright et je suis le président de la Société historique du Canada. I'm Donald Wright. I'm the president of the Canadian Historical Association. Je vais communiquer en anglais, mais je suis prêt à prendre vos questions en français. The question, what are your achievements? I think survival is probably our greatest achievement. We have been in existence since 1922. There have been, and I've written the history of the CHA, there have been some ups and downs in the association's history, but it has persevered, it has maintained, and I think it's really a remarkable record of intellectual life in this country. It's published a journal every year since 1922. And if you read that journal, you see enormous change over time in ideas and thinking about Canada. We've organized an annual meeting every year, obviously interrupted by COVID, but we've successfully organized a meeting every year that brings together colleagues, scholars, enthusiasts from both official languages and from across the country, the United States and Europe. I think we're very proud of that. But we're a bit different than other associations in the sense that we're also a professional association, and we are determined to protect the professional interests of historians, professional historians and archivists in archives, in the civil service, in universities and community colleges, on things like access to information, on access to collections at archives, on things like graduate student funding and research funding. And the CHA is not taking the credit for this, but it was part of a multi-year, multi-partner lobbying effort with the federal government. And in the last budget, the funding to the granting agencies, the Tri-Council, was increased dramatically. Again, I'm not taking credit for it. The CHA can't stand alone, but it was part of that larger effort. And that's a huge part of the CHA's mandate, is lobbying archives, lobbying government officials, and lobbying the Federation, SHRC, etc. We have 900 members.
which is good. It's not a high point. It used to be over 1,000, but it's been low as 700. So I think 900 is very good, especially at a moment when the professoriate, the bulk of our members, is shrinking. We have been, I think, holding our own anyways. Yeah, so that's the CHA. It's large bilingual professional association focused on the promotion and defense of history, primarily academic history, but not only academic history. Bonjour tout le monde, mon nom est Thomas Lim, histoire de l'Amérique française depuis octobre dernier. Je voudrais remercier mes collègues du panel, particulièrement Alain, qui, pour l'arrivée, nous organise avec énergie et enthousiasme. Donc, l'IA a été fondé en 1947 par Chanoine Roux. Je ne sais pas si j'ai besoin de présenter le Chanoine Roux. Le Chanoine Roux, qui est un personnage assez paradoxal, je dirais. Sa conception de l'histoire nationale controversée aussi dans le 19e siècle, je pense qu'on peut dire ça. Et d'autre part, le fait d'être l'artisan principal de la professionnalisation de l'histoire au Canada français. L'IAF était fondé donc en 1947, c'était son projet de retraite classique. Il a mené 20 ans durant jusqu'à son décès en 1967. L'IAF aujourd'hui sont tout petits par rapport aux organismes qui ont été présentés déjà, avec environ 300 membres. Nous sommes donc aussi une situation professionnelle. Nos membres se recrutent donc bien sûr dans les universités, à la fois côté des professeurs et des étudiants et des étudiantes, mais aussi parmi les professionnels d'histoire, ainsi de suite, et aussi jusqu'à un certain point chez les non-professionnels de l'histoire. Nous avons donc plusieurs activités, la représentation de nos membres, l'intervention publique, participation justement aux initiatives de lobbying et de pression, parfois avec la SHC. Nous publions une excellente revue, la revue d'histoire de l'Amérique française depuis 1947, justement. Nous tenons un congrès annuel à mon livre, géographiquement parlant, qui se tiendra justement ici à Montréal cet automne, à l'Université de Montréal. Et nous y décernons 5 prix qui récompensent les meilleurs livres en histoire, les meilleurs articles, et à tous les 2 ans, les meilleures thèses. Et je crois que c'est tout. On va passer à l'autre question. Je vais en couper quelques-unes. On avait une liste de questions, mais je vois bien les présidents. Ça a la parole longue, mais ce n'est pas grave. En fait, ce qui est intéressant de ces présentations, donc on a 2 associations professionnelles puis 2 fédérations de citoyens. Et c'est déjà une réalisation, je pense, marquante pour cette initiative d'avoir ce dialogue qu'on veut persévérer. Et en fait, les 4 associations sont membres en fait du Steering Committee, du comité de pilotage du rapport. Fait que la question qui vient, c'est la suivante, vous avez été tous impliqués dans le comité de pilotage qui a supervisé, dans le fond, la réalisation du rapport qui est en circulation. Et pourquoi c'est important pour vous et votre association. Fait que, je pense qu'il n'y a pas besoin de traduire, c'est bon? OK. So I would just say that
our society seems to be in a very great state of change. And identity is alive and well. And so in this state of change, it feels to the BCHF that we know deeply the need to be more interconnected. And we need that kind of interconnection and mutual support in order to sort of have critical mass to be a voice for cultural understanding. And one of the things that we've worked on quite a lot in the BCHF, which I think you can see if you read our submissions, is to understand that our society has always been diverse. Particularly in British Columbia, we have this view because we were started in diversity, not with one or two cultures. So when we begin to talk about recovering diversity, in BC, we are recovering the idea that we have always been diverse. So in that diversity, we also need to come together to share what we are learning and what others are learning. So when I read that the Yukon has always been an Indigenous organization as well as a settler organization, I am very interested in this. We need to learn more about that. When I hear about Nova Scotia doing the way forward, looking at decolonization, I think, oh, they've gone deeper than we have in our organization. I want to learn more from them. This idea that in just the BCHF, we represent very, very, very small organizations. Sometimes our historical societies have 5 members. They live in communities of 25. They manage the archive for their community newsletter. Some of these towns are now ghost towns. Some have gotten bigger. So as the BCHF, we understand it's important to bring the societies with 5 people, 15 people, 30 people, 50 people together in a room. That's what we do. So this project, bringing together 14, makes sense to us intuitively. We bring people together so they can mutually support and lobby together and advocate for one another and learn from one another. And I think that same potential exists in this project. So that's why we're participating wholeheartedly. Tout le monde, est-ce qu'on a besoin? C'est bon? La traduction, c'est bon? Quelqu'un d'autre? Ben, la Fédération Histoire Québec, comme on vous a dit au départ, on était de ceux qui ont peut-être au début poussé à ce que ça se fasse, cette espèce de dialogue-là. On peut aller plus loin, par exemple. On avait déjà des liens un peu depuis quelques années avec l'Institut historique du Canada, plus importants qu'avant. On avait eu des liens importants avec l'Institut de l'Amérique française qui se sont atténués avec les années, avec les choses. Ça nous beaucoup ennuyé. On les voyait encore, il faut dire que la majorité maintenant, beaucoup de membres, de nos membres sont passés par les universités en histoire pour plusieurs. Donc, il y avait déjà des liens qui existaient, mais qui étaient de plus en plus ténus. Et ça, c'était un peu une problématique que je vais regarder parce que j'ai l'impression que cet éloignement s'est fait en même temps qu'on a créé justement la fédération. J'ai l'impression qu'il y a eu un lien un peu entre les deux. Mais on n'avait aucun lien avec si on regarde l'Histoire du Canada, là, les autres ont commencé de plus en plus à avoir des liens avec eux autres déjà, mais avec les autres histoires nationales, au point de vue de chacune des provinces, on n'avait pratiquement pas idée qu'ils étaient, tout ça. Mais on avait l'impression qu'il devait y avoir des liens, des choses qui sont semblables à nous autres, des façons de faire, mais aussi des visions de l'histoire citoyenne qui pouvaient être intéressantes. Ce qui fait que ça nous poussait à aller beaucoup plus loin. Maintenant, on a le rapport qui est disponible et on voit que l'idée qu'on avait en arrière de la tête était vraiment bonne. Il y a des choses qui sont très semblables, il y a des vécus qui sont semblables, sur lesquels on peut se fier aussi, dans le sens que on travaille différemment, on est dans un milieu qui est différent, mais on peut aller chercher de l'information chez chacun et faire en sorte justement d'améliorer nos choses. On pense que les autres peuvent faire la même chose avec nous autres. C'est pas, ça sera aux autres de décider.
Mais on voit aussi émerger chez les autres sociétés d'histoire des problématiques que nous autres, on n'a pas nécessairement pour l'instant, qu'on voit moins. Ils ont dû voir la même chose chez nous, entre autres, sur toute l'importance qu'on peut avoir là, par rapport là, à tout ce qui s'appelle les liens entre le patrimoine bâti, l'histoire et tout ça. Mais on avait l'impression vraiment que, puis je pense que c'est de plus en plus visible avec le rapport, qu'il y a des problématiques qui vont pour nous autres être beaucoup plus faciles à aborder. Je regarde les questions des... on a peu de choses actuellement avec au Québec avec les communautés culturelles. Les communautés issues de l'immigration, c'est plus difficile pour nous d'aller les chercher. On voit que ça se fait bien ailleurs. Donc, on va probablement pouvoir se fier un peu sur ça. Mais c'est vraiment un élément pour nous autres qui... on veut aller chercher plus loin, on veut partager notre expertise, mais on veut aussi aller chercher l'expertise des autres pour améliorer notre façon de faire l'histoire citoyenne et de l'amener par après aussi à nos membres. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous autres, étant donné qu'on a un organisme de regroupement, un des objectifs qu'on a, ça va être justement de montrer à nos membres différentes choses qui se passent ailleurs sur lesquelles ils pourraient aller chercher de l'information et des façons de faire. Merci. Why is it important for the CHA to be involved in this project? Well, I think the CHA has historically been very focused on professional historians located in universities, and we can sometimes lose touch of the importance of history to local communities, everyday folks. You talk about a community that has 5 people and they keep a newsletter alive. That's real passion. That history isn't just the next research grant. It's not a string of footnotes. That it is so vital to everybody's identity, their purpose, their connection, their sense of belonging, that it can be, and this is something that Donald Creighton worried about in the 1950s and 1960s, that it can be too professionalized. So I really like learning what folks are doing in the BC Federation and the Quebec Federation, and in my own community of New Brunswick, where folks keep alive little house museums. It's that passion, that energy, that conviction that I think sometimes the CHA can lose sight of, and its focus on the professional interests of historians and lobbying the archives and worrying about access to information. All incredible files, incredibly important files, but to folks on the ground, that's not what it's about. It's about that house down the street that they're trying to keep from falling into the ground. So that's why for us it was so important to work with this great team. Okay. Je pense qu'il y a une certaine tradition de collaboration à la fois avec la SHC et avec les sociétés d'histoire, particulièrement au Québec, mais pas uniquement au Québec. Je rappelle que notre titre officiel est Histoire d'Amérique française, la vision du chanoine dépassait de beaucoup le Québec, voire même le Canada français, au nom du parallèle pour englober notamment les franco-américains. Jusqu'au début des années 1970, les AF englobaient une vingtaine de ce qu'on appelait les sections des sociétés d'histoire, dont au moins une, sinon 2, je pense, aux États-Unis. Et après 1970, il a évoqué, ce nombre-là a baissé assez radicalement. Et je feuilletais l'autre jour mes procès-verbaux du conseil d'administration. Et en 1978, il y a une petite mention laconique. On abolit les sessions. De toute façon, ils ont leur fédération. Et donc, bon, le sérieux de ça étant évidemment que, d'une part, il y a la mainmise des universitaires sur l'IAC qui s'est fait progressivement à partir des années 60, surtout. En tout cas, davantage, puisqu'il y a la théorie, évidemment. Et aussi le fait que les sociétés d'histoire s'organisent de leur côté. Ben, je pense que
Donc, c'est pas fatal tout ça et que nous avons énormément de choses, quand je parle pour Alia, énormément de choses à apprendre, des échanges que nous pourrions avoir. Et évidemment, même chose avec la HSC, là aussi, il y a toute une tradition. J'ai regardé la liste des présidents de la HSC, et depuis 1963, lorsque Marcel Trudel, je pense, a été le premier de nos membres influents à devenir président, et il y en a eu une dizaine. Et il y a aussi ce fameux membre du conseil d'administration officiel sur les deux conseils. Actuellement, il y en a pas, mais Olivier continue sur le point de l'université. Je suis pas censé dire ça. Donc voilà, il y a eu quand même plusieurs interventions que nous avons fait ensemble. Jusqu'à présent, je pense que nos rencontres ont surtout servi à faire connaissance. Je dois dire aussi que l'exercice nous a obligés à de faire connaissance avec nous-mêmes, en quelque sorte, à réfléchir à notre propre histoire et notre propre mission, ce qui est très très bien, je crois. Et j'ai hâte de mettre du contenu dans ce contenant. En train d'écrire, je crois. On va y réfléchir aussi plus tard. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette initiative? Enfin, est-ce que vous voulez réagir à des commentaires ou on passe à l'autre question? On reviendra aux questions de la salle à la fin. OK. Okay, so the next question is the following. 14 associations responding to the survey, and the results make for an important report. You have seen it. It's like a huge one, but but in fact, it reflects the work done in the 14 organizations that contributed to the survey. What gems or thought-provoking piece did you find in their response? So I was thinking about this question, and the funny answer is when the report, when we first gathered all of the information, it was actually quite challenging to get a response from some of the historical federations. And speaking for myself, I took on Western Canada, maybe that'll help. Maybe the person from Alberta will answer the person from British Columbia. Maybe. It was very difficult. In some cases, 4 or 5 emails, personal phone calls, 2 or 3 different people. That president's no longer the president. Oh, yes. We all have these challenges. And so when the report first came out, I said to Elan and Mary-France, the gem is we now know the people at each of the 14, and we have emails. Until next week, that's right. Well, but usually they're not gone so quickly. I mean, so that was big, to get people to respond. So I just want to say the report, I think, is marvelous, but so critical is relationship. And this is the beginning of the relationship. That's the gem. Now, some of them haven't responded to the report or given any more feedback or done anything more. And I know I will be back on the phone to my Western Canadian colleagues saying, we need to now follow up. We need more of connection. So that's the first. And the second thing that I am particularly moved by in the report is just the common cause. The common cause. Everyone is doing something slightly different, particularly Saskatchewan with the folklore aspect. That's really interesting. Everyone else is a historical association, but they like folklore. And we have some folklore people inside the BCHF, and I almost want to say, you need to meet our folklore person. Anyway, so there's differences, no denying. But the common cause of advocacy and passion for public history and the grassroots, that's in all 14.
And that's very, very exciting to me. We're not small, we're mighty. That's what it says in this report to me. I'm excited about it. Small, not small, mighty, thousands. There's thousands of us. But building the community was a challenge. It was a challenge. Yeah, it was a challenge. Yes. Anyone else? Moi, cette fois-ci, je vais lire. Ça peut rien oublier. C'est vraiment intéressant de voir les champs d'action de chacune des sociétés d'histoire qu'on a dans le rapport. Moi, ce qui m'a sauté aux yeux d'un coup, c'est l'exemple de l'Ontario Historical Society qui a le pouvoir d'incorporer ses membres. C'est tellement, pour moi, quand j'ai vu ça, c'est un élément qui leur donne probablement un sentiment d'appartenance qui est différent d'une place à l'autre. Le fait de pouvoir, nous, on dépend, probablement c'est même dans les autres provinces aussi, on dépend d'une reconnaissance juridique du gouvernemental ou à peu près. Donc, c'est le registraire des entreprises qui nous reconnaît, puis après ça, on peut faire quelque chose. Nous autres, le fait de pouvoir intégrer justement dès le départ par l'incorporation, je trouve ça intéressant. Puis ça doit vraiment être un élément rassembleur pour eux autres. J'ai aussi trouvé qu'intéressant de voir l'évolution des pratiques des adresses qui se sont faites parallèlement au Québec et en Colombie-Britannique. On a des choses qui sont très, très similaires, qui amènent, entre autres, la Colombie-Britannique à travailler sur le public history, beaucoup, alors que nous autres, on développe de plus en plus toute la question de l'histoire citoyenne. Mais ce qui est le plus intéressant, d'après moi, c'est que les différents groupements d'histoire, qu'ils soient provinciaux ou canadiens, misent sur l'importance du bénévolat avec un appui pour certains, un petit groupe de salariés. Ça, c'est chez nous, c'est quelque chose de très, très important, le bénévolat. On a quand même, comme on disait, on a 340 membres, bon, peut-être 70-80 000 personnes qu'on représente, 4 employés seulement. C'est nouveau, il n'y a pas longtemps, on avait 2 employés. Donc, ça avait beaucoup de poids sur les bénévoles. Et d'autant plus qu'on est maintenant amené à donner de plus en plus de services. Donc, c'est rendu que ce qui était donné par les employés doit être donné par les bénévoles de plus en plus. Et là, ben, on peut voir beaucoup mieux comment ça fonctionne ailleurs, donc comment on peut aller chercher cette chose-là. Ce qu'on constate aussi avec la lecture du rapport, c'est la précarité financière des organismes. On est tous ou à peu près tous à même place. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est difficile à trouver. C'est facile à dépenser. Mais on a besoin absolument qu'on soit un organisme national ou provincial, on a besoin de cet argent-là. Et je crois que le fait justement qu'on se regroupe en pensée fait en sorte qu'on va, oui, voir des façons de faire pour aller chercher le financement, mais aussi d'avoir des exemples qui peuvent être donnés, qui vont permettre aux autres de pouvoir aller beaucoup plus loin dans leur mission. Seuls les organismes de regroupement nationaux ont comme base budgétaire leur cotisation. Nous autres, si on calcule la cotisation, là, on demande aux gens, on n'irait pas loin. Là. Je n'ai même pas la possibilité d'employer une personne une fois, un jour semaine pendant 1 an. C'est vraiment pas assez. C'est intéressant que vous autres êtes capables de le faire à cause de toutes les donations que vous avez, les organismes qui vous aident et tout ça. Ce qui est un peu spécial, c'est l'Institut d'Histoire Canada qui peut compter sur un financement privé particulier. Ça, c'est vraiment le rêve de tout le monde, j'ai l'impression. C'est un peu ce qu'on voit dans le rapport. Oui, bon. Okay. What gems or thought-provoking pieces did I find in this response, in this report? Well, I guess that history is a mansion with many rooms. People are doing really neat things across the country. They have different mandates, somewhat to protect the house, somewhat to publish an academic scholarly journal. That's a good thing. That's a very positive thing, and we have a lot to learn from each other. I was also really not surprised, but pleased to see that it's not just EHAF and the Canadian Historical Association thinking through really difficult questions of decolonization and reconciliation, that associations across the country
are wrestling with these questions. And I think the CHA has a lot to learn from what you're doing in British Columbia and what you're doing in Quebec. We're not the experts. We pretend we're the experts and we come in with our PhDs, but in fact, it should be the other way around. We should be looking at what folks are doing on the ground, thinking through these very, very difficult questions. Other gems, what some societies are doing with podcasting, trying to get their mandate, their mission, their stories out with relatively cheap technology. The Ontario Historical Society has published a few podcast series that are really great. And I recommend especially the one with Don Smith, in which Don Smith talks about, he's so accessible and so quirky and so interesting that he makes it compelling. And the Ontario Historical Society was delighted to partner with him. So I think, why can't the CHA do something like that? So my point is that we have a lot to learn. And the second you pretend you're an expert or that you know everything, you've shut yourself off, you've closed yourself off. And that's so discouraging. So for me, that was just the vitality, the energy, and what I have to learn from what Nova Scotia is doing, as Rosa alluded to earlier, and what Rose is doing in BC. Oui, amplement d'accord sur l'apprentissage. You should go first next time. Like, I don't want to give up first, but you should get one out. Donc, sur l'apprentissage, à la fois, au plan des initiatives, il y a il y a l'imagination au pouvoir ici, je pense, hein, vraiment. Mais aussi, sur le plan un peu plus prosaïque des pratiques organisationnelles, administratives, un peu les meilleures pratiques qu'on peut imaginer. On a une bonne chose par rapport. La perle que j'ai retenue nous arrive de la FHP. Je cite, dans un mouvement de professionnalisation de l'histoire citoyenne, on souhaite qu'il y ait plus de partenariat entre la pratique de l'histoire citoyenne et la pratique de l'histoire professionnelle, entre parenthèses, recherche universitaire. Il faut augmenter les liens entre les deux secteurs de l'histoire et se faire confiance. Et je pense que la question de la confiance est très, très importante et d'une certaine manière inspirante. Et merci. On voit en fait, que vous avez vraiment pris connaissance du rapport qui est quand même volumineux. C'est déjà quelque chose. On avait une liste de questions, mais je vais en sauter une ou deux parce que le temps passe. Et en fait, une des questions qui est aussi un élément, je pense, qui va être remarquable quand vous allez en prendre connaissance, c'est que c'est la capacité, contrairement à l'idée que les sociétés d'histoire vivent dans le passé, sont un peu finalement peu adaptées. Au contraire, il y a toute cette question d'adaptation à la réflexion contemporaine, qu'on parle d'histoire citoyenne, de décolonisation. Ce sont des sujets qui sont abordés à tous les niveaux, dans toutes les sociétés d'histoire. Et donc, c'est vraiment comme une question, autrement dit, de répondre aux besoins sociétals. Je pense que c'est important. Maintenant, je vais sauter cette question-là parce que je pense qu'on n'aura pas de temps, puis on voulait quand même qu'on garde quelques temps pour la discussion avec la salle. Donc, oui, ben là, tu pourras y répondre pareil comme moi. D'ailleurs, on va te laisser parler en premier cette fois-ci. Alors, donc, la question des quels sont les principaux enjeux, autrement dit, défis confrontent les sociétés d'histoire et est-ce qu'on vous avez constaté les différents. Thomas, cette fois-ci, on te met sur le panel en premier. C'est parfait. Je ne vais pas parler de financement, c'est trop difficile. Hein? Et on est d'accord, c'est sûr. Je pense que notre défi actuel est un des défis les plus importants. C'est le défi du renouvellement que je déclinerai de deux façons. D'une part, de faire en sorte que l'intérêt des étudiants et des étudiantes se maintienne. Ça se mesure en partie évidemment en termes d'abonnement, mais je dirais d'abord et avant tout
à la participation au congrès annuel, où si tout va bien, on peut dépasser le tiers, parfois les 40% des présentations de la part des étudiants et des étudiantes. La part des étudiants parmi nos membres est en baisse et c'est très inquiétant pour les étudiants. L'autre versant de la question pour nous, c'est de encourager les jeunes collègues surchargés de participer pleinement à la vie de l'Institut. Je pense que dans l'ensemble, ça va bien, mais c'est aussi une sorte de préoccupation latente. Nous sommes en train essayer de, entre autres, de rendre l'Institut plus accueillant aux femmes, quel que soit leur degré d'avancement dans la carrière. Puisqu'à l'heure actuelle, seulement le tiers de nos membres sont voilà. Et bien sûr, le défi de tous les instants est c'est de défendre la science en français. C'est pas nécessairement possible. Alternance, donc, alternance, c'est du côté anglophone, non? Ça, je trouve ça épouvantable, les anglophones d'avoir des fois comme Moi, je suis pris entre les deux. What question are we on? I think it's the number of about the Did you challenges. skip one though? Yeah, no, No, you I skipped. skipped- I I skipped knew you one. skipped, but I wasn't. And then I thought he was talking about challenges, but Yeah, he's fine. yeah, good. I'm on it, ish. But maybe Don. Sure, do you want me to start with? Yeah, Any let's go in challenges? reverse order. yeah. Okay, well, the CHA faces many challenges, as do all the associations, especially on funding. Our budgets are always tight and we are running a deficit. It's a planned deficit, so we are okay, but we can't do it indefinitely. And it means we have to raise fees, and that hurts graduate students and precariously employed colleagues, especially. So we've been very, very careful to manage that increase. Another challenge, of course, is, and it's not unique to the CHA, it's relevancy. And Harold Innis worried about this in the late 1940s and early 1950s. What's the point of history when we live in the present? And he worried about modernity and its focus, its relentless focus on the present. And he made this famous, what he called plea for time, perspective, depth. What were the ancients thinking about these questions? That kind of matters, he said. And so this Canadian political economist went back in time and started studying ancient civilizations. Well, you fast forward 75 years and we are deeper into the present. We cannot think long term. And so making the case for the importance of history, whether it's at the university level, community college level, high school level, elementary school level, or just out there in that heritage site or that local museum, it's not easy. So that's why I find these panels so invigorating, that I'm not alone, the CHA is not alone, that we do have allies literally from one end of the country to the other, and there's strength in, and Rosa, you talked about this, strength in numbers. And we can find mutual strategies, find mutual projects, and work towards the same goal of making the case for history, broadly defined, not just a series of footnotes, but as I say, that local house that belonged to somebody in the 1830s.
What other challenges are the CHA facing? Well, misty-eyed, Michel Duquet is retiring this year, and he is the best executive director in the country, bar none. So we will have a position to fill. So if there's anybody out there in a few months looking to fill very, very big shoes, send me an email and I'll make sure you see the job. Recruitment at the panel. I know. We'll make sure you see the job ad. But no, but it's a real challenge. HR challenges are very hard, and I'm sure all of you have experienced HR challenges because in this business there's tens of dollars to be made. And so how do you find excellent, high quality staff? It's not easy. And I don't underestimate that human resource challenge that we all face. And Rosie, you alluded to trying to reach folks. Well, many of these organizations are run by well-meaning people off the side of their kitchen table. And trying to answer a phone, to fill out a survey, to meet a deadline when they have their jobs, their kids, their carpool, and all the rest of it, it ain't easy. So HR challenges, volunteer challenges are real and persistent. On va continuer avec toi, Jean-Louis, on va faire les- Voilà, ouais. Comme je ne parlais pas, moi, le financement reste quand même en arrière de tout ce qu'on fait. Tout le problème, la problématique qu'il y a au Québec en histoire. Et derrière tout ça aussi, il y a toute la place que l'histoire va prendre au Québec. Il fut un temps où le nationalisme québécois passait beaucoup par l'histoire, tout ça. Maintenant, elle passe par autre chose. Le parent pauvre au Québec du gouvernement, c'est le ministère de la Culture et des Communications. J'ai rencontré le nouveau ministre à l'époque. Il venait d'être nommé ministre il n'y a pas longtemps, je le félicitais. J'ai pris 3 minutes pour faire une remise de prix. Puis je suis chanceux d'être content d'avoir ce ministère-là. Je suis malade. J'avais le ministère de la Famille, il y a plus de fonctionnaires, puis il y a un plus gros budget. Oh, on commence bien déjà. Yay, t'as un ministère, mais c'est quasiment une démotion. Quand on regarde le ministère de la Culture et de la Communication, avant, c'était le ministère des Affaires culturelles. C'est déjà plus passé vers culture et communication. Maintenant, ben, on va regarder là-dedans, la culture, c'est des arts d'interprétation, c'est des arts visuels, c'est bien les affaires, et tout d'un coup, il y a l'histoire. C'est vraiment très, très bon. Il faut dire que le ministère a baissé énormément de ses employés aussi. Quand on parle d'histoire et de patrimoine, ils ont baissé le nombre d'employés et ce n'était pas une priorité pour eux autres. Et on le voit dans la population, c'est la même chose. Oui, les cités d'histoire, ils grossissent. On en a de plus en plus. Je peux vous dire que le chiffre qu'on a atteint là actuellement, de 340, 341 bientôt, on n'avait pas ça il y a 5 ans. Là. Il y a 5 ans, on était dans les 200. À la fin du 200, mais au début de 300, mais on était quand même assez loin de ce qu'on est maintenant. Ce qui nous aide, nous autres, c'est qu'on offre des services. Et là, les histoires qui se font ont besoin de plus en plus de services. Il y a aussi des organismes professionnels, la Société des professeurs d'histoire, l'Association des archéologues. Là, on va chercher, avec nos services, on va chercher beaucoup de monde. Et ça devient un défi encore plus important parce qu'on n'a pas de ressources. Donc, on augmente nos services, mais on n'a pas les ressources nécessaires pour le faire. Donc, comme je vous disais, ça nous demande d'aller chercher ailleurs, d'avoir un peu plus d'imagination et tout ça. Il reste que le défi principal reste pour nous, malgré l'augmentation du nombre de sociétés d'histoire au Québec, ça reste de faire comprendre à la population l'importance que l'histoire au Québec peut avoir de différentes façons. On s'est aperçu que peut-être que c'est un beau passage pour permettre l'intégration des communautés culturelles. Ah! C'est un beau passage aussi qu'on peut prendre avec le primaire, entre autres. Parce qu'il y a de plus en plus de communautés culturelles qui sont présentes au Québec, partout. Hein, avant, on disait Montréal, c'est la place où il y a les communautés culturelles s'installent. Maintenant, au Québec, ça s'éparpille pas mal plus et on voit une présence importante partout. Et dans les petites communautés, bien, ça devient important. Et par où on peut passer? C'est par le pédagogique. Au primaire, entre autres, puis après ça, au secondaire. Donc, là, il faut tout changer nos paradigmes
et ceux de nos sociétés d'histoire pour permettre justement ces choses-là. Donc, oui, on a une obligation d'augmentation de service. Avec la pandémie, entre autres, là, ça nous a amené. Et donc, plus de membres, mais ça nous oblige aussi de penser autrement. Et c'est une des raisons pour lesquelles, justement, aller voir les autres ce qu'ils font, ben, c'est peut-être intéressant pour nous autres d'aller chercher des expériences qui sont très bonnes. You're the last one. Now I'm last. This one. I think it's mostly been said, Okay. but the main challenge is funding. Funding is the main challenge. And I must admit that the BC Historical Federation was slightly envious that other people get lottery funding or they have funding at all. That was hard to read in some ways. We don't have an executive director. We have 0 paid staff. And while I would like to feel sorry for myself, I also want to say that a large majority of our members are the same. So this isn't just funding for us. I think we have to remember that as an organization that represents people, they don't have it either. So this is systemic. Donc, on a à prendre en compte effectivement l'ensemble de ces défis, mais il y a aussi des opportunités quand même pour aller de l'avant. Et puis en fait, on avait demandé à nos panélistes, donc pour une fois, en historien, de réfléchir au futur, mais je vais garder cette question-là en réserve parce que je voudrais quand même qu'on ait l'opportunité d'ouvrir la discussion. Ça sera peut-être quelque chose, c'est rare qu'on entende les historiens penser à propos du futur, mais, mais la deuxième question sur le futur est aussi sur le futur de cette initiative-là, de Bridging the Gap, so because we want to go further to pursue the conversation, so I want to that they tell us about the next step. What could be the next step? What are the future perspectives for the project, and what could be done, or what could be required? So it's open for the last round of questions. Thomas? D'accord, ben j'en profite pour rebondir à ce qu'il a été dit tantôt. Bon, l'avenir, on nous dit beaucoup que nous sommes, nous nageons dans le présentisme, dans faire allusion. Et le présentisme n'est pas totalement anti-historique, il crée de nouveaux besoins d'histoire, je pense. Et c'est là tout le défi que donner suite, de réagir, peut-être d'orienter aussi ces nouveaux besoins d'histoire. Et justement, une communauté culturelle. Peut-être seulement à moitié en blague, mais je pense que ce n'est pas uniquement la MCC qui sera l'interlocuteur, mais le ministère de l'Éducation. Parce qu'il faut passer par le programme. Mais ce n'est pas de ça que je voulais vraiment parler. Lorsque j'ai réfléchi à ça, je trouvais qu'il y avait beaucoup de nuages noirs à l'horizon. Et là, je ne parle pas de la société d'histoire, mais de la société de cours. Entre les tornades, les feux de forêt, la fumée au-dessus de Gaza ou des villes de l'Ukraine, les nuages à l'horizon politique aussi, régime, autorité populiste qui se mettent en selle ou qui menacent de se mettre en selle. Et pas toujours très loin de chez nous, il me semble, à l'heure actuelle. Je trouve que c'est une situation qui, à la fois, menace nos activités, surtout si nous voulons pratiquer une histoire à la fois rassembleuse mais aussi critique, et en même temps créer un besoin inouï d'histoire pour y faire face. Voilà, c'est pas très facile.
sur le projet lui-même de Bridging the Gap, as-tu une idée de ce qu'on pourrait faire? Ok, Parce que j'avais comme sauté celle-là parce que dans He's le asking fond, a lot. He's asking a lot. euh, Combine. bon, la réponse courte, c'est je ne sais pas. Et une réponse un tout petit peu plus longue, je me dis que il n'est peut-être pas nécessaire ni même possible de créer une grosse structure lourde. Justement, nous n'avons pas les ressources pour le faire. Et une structure légère, est-ce que ça pourrait prendre la forme d'une sorte de canal de communication, à la fois pour le partage des informations, aussi pour favoriser la circulation des connaissances, des savoirs, et éventuellement l'étude de cette circulation-là, puisqu'il y a ça en arrière. Est-ce que, je ne sais pas, passer par un site web qui pourrait centraliser les informations, les liens à nos publications, qui sont très nombreuses et très diverses. Les liens aussi pour rassembler des matériaux, les liens à nos dépôts d'archives. Sont, je pense, plusieurs à lire le rapport. On a beaucoup d'archives. Hein? Est-ce que ça serait un point de départ? anyone else? Oh, Non, mais après, on va finir le tour, puis je reviens. do I have one? OK. Forgive me if some of this is repetitive, but dreams for the project is, as I said earlier, the Rolodex is key. So one of my dreams for the project is that each of the 14 organizations has one person who loves this project. Yeah. And we have One. we just need one. We are very strapped. We are very strapped for people and funding. We need one. That's it. And I think that that's attainable. And I would like us to have what was so wonderful about this project. It was concrete, it was discrete, it was punchy, and it was contractual, short term. We need projects that are punchy, limited, short term, contractual. That's it. None of this faffy. That's not a technical term. We represent public historians, not academic. No faffy, meet for no reason, blah, 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 talky. No. What do we care about? Prioritize. Pick one, pick two. Do it. Next year, new project. New person. One person from each 14. Like, we have to keep it tight. Be direct. And we have to be very low impact. Some of the organizations, when I read the report, some are not as healthy. Organizations, we all love them and know them, and they grow and they have energy, and then they go into decline, and then they rejuvenate. We have, of these 14, some are in decline right now. They're struggling. So the future is just one person on a cool project over and over again, I think. But that's just me. Un autre? On est sur un projet qui était super intéressant, qui nous amenait vers différentes choses, mais la chose, je crois, la plus importante sur laquelle ça nous a amené, c'est l'amitié qui existe maintenant avec les sociétés d'histoire, qu'elle soit académique ou qu'elle soit citoyenne, elle est là. On sait qu'on est capable, il y a un dialogue qui est faisable, qu'il y a des points de rencontre qui sont énormes. Oui, il y a des points de divergence, mais ça, c'est normal. Mais on a une amitié qui est là, qui est intéressante, qui doit rester. Qui va nous amener à une coopération aussi. Je crois que sur un projet comme on a là actuellement, coopérer 14 sociétés ensemble, c'est faisable. Mais plus loin que ça,
On peut travailler à 2 ou à 3 sur un projet. Une autre année, c'est 2, 3, 4 qui vont travailler sur un autre projet qui va rassembler, mais aller chercher des affinités de chacun avec chacun, puis de faire en sorte que, justement, il y a un travail qui puisse se faire et qui va faire évoluer aussi la façon. C'est l'histoire, hein, on est plus citoyens, mais comment l'histoire citoyenne va se faire. Puis c'est aussi le cas des sociétés un peu académiques. Je veux dire, on a besoin de vous autres aussi parce que ça fait partie aussi de votre mandat dans les universités, au Québec aussi avec un peu avec les cégeps, de pouvoir justement aller travailler cette façon de voir l'histoire au point de vue local, au point de vue des petites communautés. Et ça, c'est en travaillant justement ensemble de plus en plus qu'on va faire évoluer beaucoup de choses. On va évoluer nous-mêmes, on va faire évoluer la société aussi, et on va aussi pouvoir voir les choses différemment. Mais je pense que le plus important là-dedans, c'est aussi d'avoir un message qui va sortir de nous autres et qui va aller vers nos gouvernements pour leur faire comprendre qu'il y a des citoyens, entre autres, qui s'intéressent à une histoire qui est multiple, mais qui a des liens entre elles et qu'on est capable de travailler ensemble. What do I see as the future of the practice of history in Canada? Well, I'm optimistic, but in part I'm optimistic because it's only better than being pessimistic. Obviously, I'm worried about the employment of graduate students. I'm worried about enrollments at the undergraduate level. But I also teach at both levels, and I see that passion and that excitement and that commitment and that desire to know. To riff on Rosa, we are storytelling and story-keeping creatures. And we need those stories. And I don't think that's going to go away anytime soon. It's part of what it means, fundamentally, what it means to be a human being. So I remain eternally optimistic. What are the next steps in this initiative? Thomas talked about some kind of website. Absolutely. Maybe a one-stop shop, a very simple website where there would be links to your Vibrant website, links to your Vibrant website, links to ours, and so on. Instead of somebody types in Canadian history or history in Canada, they go to that site and it takes them. And it can be a simple one that doesn't require a lot of maintenance. I'm huge into podcasts. Who knows? Maybe we could find the energy, that one person out there, that one person out there who wants to create a podcast, historians on podcasts having coffee or something like that, in which they talk about their mandates, their projects, their passions, their quirks, their eccentricities, and they can interview Don Smith as their first guest. Merci à vous tous.